Merci encore d'être venus nombreux. Ça semble démontrer que je ne vous ai pas encore trop fatigué par mes discours qui sont quand même souvent assez pessimistes. Et moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir ici, d'abord parce que j'y ai des amis, donc un ami de 60 ans, Dominique Breillat, ça fait beaucoup. Je viens même de retrouver une ancienne élève du lycée Victor Hugo, là, ça fait 50 ans. Et puis surtout, comme je le dis à chaque fois, ici, autrefois, il y avait une ferme d'élevage laitier sous ce béton-là, et c'était mon parcours de footing. Donc vous voyez que une première chose qui a un rapport avec la conférence, c'est que Poitiers s'est beaucoup étendu, et si Poitiers s'est étendu, c'est parce que la démographie, même en France, a progressé très sensiblement. Nous allons voir que ça a un rapport avec la transition écologique en Afrique. Alors, comme d'habitude, je vais d'abord essayer de vous expliquer le titre, la transition écologique en Afrique, à quel prix? Et d'abord, pourquoi est-ce que je parle de transition écologique et non pas de transition climatique ou de transition énergétique ou de transition environnementale? Parce que pour moi, la transition écologique, c'est une évolution globale qui traite à la fois l'environnemental, le réchauffement climatique naturellement, mais aussi l'évolution économique et sociale de notre planète. Et donc cette transition viserait à apporter une solution, pardon pour les mots, globale et pérenne, je ne suis pas sûr que nous y parvenions, mais on vise cela, qui apporterait cette solution aux grands enjeux environnementaux de notre siècle et aux menaces qui pèsent sur notre planète. Rassurez-vous, c'est le seul texte que je projette. Je ne transforme pas mon ordinateur en prompteur. Deuxième élément de ma conférence, à quel prix? Eh bien, à quel prix? Là, je l'illustre avec cette photographie qui a été prise à Dakar. Pour ceux qui connaissent, on est sur la Corniche et l'île qu'on voit de l'autre côté, c'est l'île de Gorée. L'île de Gorée, ça vous parle, c'est de là dont partaient les esclaves. Alors habituellement, chaque fois que je vais à Dakar, eh bien, je vais sur la Corniche pour regarder l'île de Gorée. Et la dernière fois, l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an, quand je suis allé à Dakar, l'île de Gorée était barrée, bouchée par ce bateau, qui est un méthanier. Et il illustre finalement le thème de ma conférence, puisque nous sommes au Sénégal, nous sommes dans un pays pauvre, un pays qui a besoin de franchir sa transition écologique et qui vient de découvrir du gaz, à un moment où les puissances occidentales, le Nord, pour être plus simple, parlent d'interdire tout ce qui est source d'énergie fossile. Voilà la contradiction sur laquelle nous allons buter pendant tout cet exposé. Alors nous allons traiter cet exposé dans ce sens-là. On va d'abord, comme ça a été annoncé dans le flyer, essayer de démontrer que c'est le continent le moins responsable du réchauffement climatique. On va plutôt parler de dérèglement climatique, qui est le moins responsable du dérèglement climatique et qui est pourtant le plus pénalisé par ce dérèglement climatique. Ensuite, on essaiera de répondre à la question, et c'est là qu'on va buter sur la contradiction majeure, comment concilier la lutte contre le dérèglement climatique et le développement humain. Et ensuite, comme on sera déjà quasiment désespéré après tout ce que j'aurais dit, et on essaiera de proposer des solutions ou de voir si on s'achemine pour répondre à la présentatrice de tout à l'heure, est-ce qu'il y a des solutions? Et déjà, j'en entrevois une. Là, nous sommes sur cette photo dans le désert du Lompoul. Pour ceux qui connaissent le Sénégal, c'est un tout petit désert, il fait 16 km², il n'est pas grand, j'en reparlerai tout à l'heure. Et on voit que ce désert est en train de reverdir, c'est-à-dire on est allé chercher de l'eau et on n'a pas utilisé d'énergie fossile puisqu'on a des panneaux solaires. Alors, vous vous réjouissez tout de suite, mais vous avez un petit bémol quand même dans votre regard, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu désordonné quand même au pied. Il y a énormément de tuyaux qui sont en train de traîner sans ordre et qui serviront ou ne serviront pas parce que nous sommes sur un projet d'irrigation au goutte à goutte. Nous en reparlerons tout à l'heure. Première partie donc, l'Afrique
est le continent qui pollue le moins. Bon, c'est facile à commenter cette carte, hein. Là où c'est clair, c'est qu'on émet très peu de gaz à effet de serre, très peu de CO2, moins de 500 kilos par personne et par an, hein, dans tout ce qui est clair ici, hein. Alors que, pardon, partout où c'est rouge foncé, c'est souvent plus de 20 tonnes. Nous sommes un petit peu moins, mais nous émettons quand même beaucoup de CO2 par personne et par an. Alors, rappelons quels sont les principaux pollueurs, hein. La Chine, les États-Unis et l'Inde. C'est le trio de tête, hein, le podium, comme on dit. Le podium, c'est la Chine en tête, bien sûr, les États-Unis ensuite, et l'Inde en troisième partie. On voit dans ce top 10, si vous me permettez cet anglicisme, un seul pays européen, qui est l'Allemagne. Alors, ça surprend un peu parce que l'Allemagne a fait beaucoup de progrès, a pris beaucoup de mesures, mais l'Allemagne a tout de même hérité de l'Allemagne de l'Est. Et l'Allemagne de l'Est était extrêmement polluante et on a mis du temps à résorber cette pollution. Vous voyez que dans tous ces pays du top 10, il n'y en a aucun qui soit africain. Là, je vous propose une carte anamorphique. Vous savez ce que c'est qu'une carte anamorphique? C'est une carte sur laquelle la superficie est proportionnelle à ce qu'on veut représenter. Et là, ce que je veux représenter, c'est la part, pardon, la part de contribution au réchauffement climatique, c'est-à-dire d'émissions de gaz à effet de serre, au cours des 100 dernières années. Et là, vous avez une Afrique microscopique, hein, par rapport aux États-Unis, bien sûr, et par rapport à l'Europe. Alors maintenant que vous avez probablement été convaincu que l'Afrique était le continent qui polluait le moins, qui émettait le moins de gaz à effet de serre, le moins de CO2, voyons en quoi elle est pénalisée. Alors cette carte est un petit peu compliquée, je vais l'illustrer point par point, mais déjà on va voir les grands éléments. Quelles sont les conséquences néfastes du dérèglement climatique sur le continent africain? Bien d'abord les sécheresses, hein, les sécheresses qui frappent naturellement essentiellement la zone sahélienne, c'est-à-dire une zone où les pluies sont extrêmement capricieuses et peuvent être d'ailleurs déréglées. C'est pour ça que je parle de dérèglement climatique. Elles peuvent tomber en quantité suffisante en total, 300 mm, 400 mm par an, hein, ce qui est suffisant pour avoir une production de sorgho ou de mil, mais si elles tombent tout en juin ou tout en septembre, elles ne servent à rien. Donc, première conséquence du dérèglement climatique, des sécheresses à répétition, mais aussi des inondations. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous montrer que, parfois, contrairement à ce qu'on croit, il y a trop d'eau sur le continent africain. Et lorsqu'il y a des inondations, parfois, il y a des glissements de terrain. Les glissements de terrain sont la plupart du temps quand même liés soit à des précipitations trop abondantes, soit à des cyclones. Mais rassurez-vous, je vais vous montrer des images qui illustrent tout ça. Les cyclones, donc, nous en parlerons, qui affectent essentiellement la côte orientale, hein, on le sait avec le cyclone Chido qui vient de détruire Mayotte. Ensuite, il y a la montée des eaux qui ne concerne pas que le continent africain, mais qui va le concerner et dans le golfe de Guinée et sur la côte est, avec une montée ici de l'océan Atlantique et ici de l'océan Indien. Des incendies, alors là, c'est d'actualité, hein, des incendies, il y en a à Los Angeles et on en parle beaucoup, mais il y en a eu aussi en Algérie récemment, on en a parlé un petit peu moins. Et puis, parmi la synthèse de toutes ces conséquences néfastes, il y a la plupart du temps aussi des famines. Je vais revenir point par point sur tous ces éléments négatifs qui sont conséquences du dérèglement climatique. Avec d'abord les sécheresses, les pluies au Sahel, j'en ai parlé tout à l'heure. Regardez, depuis 1900, la courbe est très descendante, hein. Depuis les années 1970, on a eu des précipitations insuffisantes, nettement insuffisantes en quantité, notamment dans les années 70 et 80. Voici un diagramme qui est encore plus clair, encore plus précis, hein. Donc là, on manque singulièrement d'eau sur la zone sahélienne. Or, je l'ai expliqué, je crois, l'année dernière, la saison des pluies est extrêmement courte, elle dure 4 mois, et si les pluies sont insuffisantes, eh bien on rate une récolte, donc on rate l'alimentation de toute une population. Parallèlement aux sécheresses, on a également connu une augmentation des températures. Alors,
On en souffre, nous, chaque été, de plus en plus, en disant, ça y est, on est en canicule. Alors la canicule est calculée de façon un petit peu compliquée, vous le savez, parce que si on affectait les critères de canicule à l'Afrique, il serait 365 jours par an en période de canicule. Mais là, c'est vrai qu'on a gagné, depuis les années 70, presque 1,5 degré de température. Et à terme, eh bien, cette augmentation des températures aura des conséquences. La première de ces conséquences, c'est le déclenchement des incendies. En tout cas, depuis 1970, l'aridité est extrême dans la zone sahélienne. Là, ça pourrait être un kori au Niger, c'est-à-dire ces petits oueds qui ne coulent jamais ou très rarement. En réalité, on est à Djibouti, mais c'est pareil. Il pleut très peu à Djibouti, il pleut tous les 3 ou 4 ans, hein, même pas tous les ans. Et puis, on a comme image celle-ci. Alors là, première correction. Hein. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que j'allais m'exprimer devant vous en tant que scientifique et non pas en tant que militant. Si j'étais militant, je vous dirais, regardez cette image terrible de famine donnée à Action contre la faim ou donnée à telle ONG parce que les gens vont mourir de faim. Non, ça c'est un leurre. Ce que vous voyez sous les pieds de cet homme-là, c'est ce qu'on appelle un vertisol, c'est-à-dire une argile à montmorillonite. Ah, montmorillonite, ça vous parle, hein? Une argile à montmorillonite, c'est une argile qui retient l'eau, qui se gonfle, ou bien qui se rétrécit, qui se rétracte, mais qui retient l'eau. Et sur ce sol-là, eh bien, on peut en fait faire pousser, après la saison des pluies, une culture de contre-saison. Donc, lorsqu'on vous montre des sols craquelés comme ça, en vous disant c'est terrible cette sécheresse, rectifiez immédiatement en disant non, ce sol-là, il est intéressant, c'est un sol, c'est un vertisol. Si vous voulez même impressionner vos amis, dites c'est une argile à montmorillonite et c'est propice à la culture de contre-saison, c'est-à-dire en dehors de la saison des pluies. Alors les épisodes de sécheresse au Sahel, on les a connus, hein, je vous les ai illustrés dans mes précédentes conférences. Ici, par exemple, on est au Niger, autour d'un puits, qui est un puits moderne. Je crois vous en avoir déjà parlé, en vous disant qu'on était là sur l'illustration des conséquences de la sécheresse sur la géopolitique, parce que là, quand on lit bien cette image que j'ai prise au Niger il y a 3 ans, on a ici un éleveur Peul, et ici des femmes Djerma, qui sont des cultivateurs sédentaires. Et ces deux communautés-là cohabitent très mal, à cause du manque d'eau et à cause du manque de terre. Nous avons là, sur cette image-là, toute une explication de la crise au Sahel. Et cette crise au Sahel est amplifiée, aggravée par la sécheresse, donc par le dérèglement climatique. Un autre exemple de dérèglement climatique, c'est le lac Tchad. Et là encore, je vous dis attention, je n'interviens pas en militant écolo, mais en scientifique. Lorsque Fabius, en 2015, au moment de la COP 21, a dit « Regardez, le lac Tchad est en train de s'assécher », effectivement, il pouvait montrer toutes les images qu'il voulait. Eh bien, moi, j'y étais pas, il m'a pas demandé mon avis, mais je lui aurais dit « J'ai fait ma thèse sur le lac Tchad et je peux vous dire que tous les ans, systématiquement, il s'assèche. » Parce que le lac Tchad est un effluent qui arrive alimenté simplement par des fleuves qui viennent du sud. Donc, au moment de la crue, de la saison des pluies, il se remplit. Et ensuite, comme on est sur le 12e, 13e parallèle, 14e parallèle même, il y a beaucoup d'évaporation, eh bien, l'eau disparaît. Lorsque je travaillais au Tchad, tous les ans à la saison après la crue, eh bien, je traversais non pas à pied sec, mais à roues sèches. Hein, je passais directement du Tchad au Niger, ou bien du Tchad au Nigeria en voiture à sec. Donc le lac Tchad, effectivement, quand on le photographie à cette saison-là, il a l'air d'être asséché, mais si on le photographie à une autre saison, il est plein d'eau. Un peu moins plein d'eau qu'il était il y a 100 ans probablement, mais il est aussi plein d'eau. Vous voyez, il faut toujours être extrêmement attentif aux informations qu'on vous donne. De même, je vous parle de sécheresse en Afrique, mais vous avez entendu parler d'une saison des pluies 2024 avec des inondations. Exact, ça c'est une photo qui a été prise au Burkina Faso. Il est clair que là l'inondation est catastrophique puisque la rivière a débordé jusqu'à passer par-dessus le pont. On a montré aussi des photos des inondations au Tchad. Là, on est sur la rive gauche du Chari. On est sur une petite réserve, une ancienne petite réserve de faune hein, qui était sur la rive gauche du Chari. Mais, ça, c'est tous les ans. Ça, c'est tous les ans.
Ce n'est pas une inondation qui est liée à un dérèglement climatique en 2024, c'est tous les ans, le fleuve déborde. Les deux fleuves débordent. Nous avons ici le fleuve Chari, qui va vers le lac Tchad, et puis nous avons ici à l'ouest le fleuve Logone qui se jette dans le Chari. Les deux débordent énormément, et puis ensuite, évidemment, il y a la décrue, et la décrue est utilisée par les populations pour justement faire des cultures de décrue. Regardez, chaque matin pratiquement, on met une nouvelle ligne de sorgho ou de maïs, parce qu'on a de l'humidité, et on espère que l'humidité qui est dans le sol durera suffisamment pour faire une récolte vers le mois de janvier. Donc les inondations, certes, sont apparues parfois comme catastrophiques. En réalité, elles n'étaient pas toutes catastrophiques. On a parlé également de glissement de terrain. Alors oui, il y a des glissements de terrain lorsque les inondations sont catastrophiques. Par exemple, ici et là, on est à Abidjan. Abidjan, là c'est clair, les gens sont dans la grande difficulté parce que l'eau a monté. Et là, ils sont encore plus dans la grande difficulté parce qu'il y a eu des glissements de terrain. Alors c'est vrai, la saison des pluies, je suis très souvent en Côte d'Ivoire ces temps-ci, j'y suis pratiquement tous les 2 mois. En 2024, la saison des pluies a été plus abondante et plus violente que d'habitude. Mais dans ces deux cas-là, l'incurie de l'homme est également à mettre en ligne de compte, à prendre en compte, parce que ici, c'est des caniveaux qui n'ont pas été débouchés, et donc évidemment, ça inonde. Et là, ce sont des habitats précaires d'exodants, de gens qui viennent de la campagne, qui se sont installés là où ils ont pu, dans la capitale Abidjan, c'est-à-dire souvent dans des zones précaires ou dans des zones à glissement de terrain, et qui ont été victimes de tout ça. Si vous voulez, il faut être nuancé dans l'information que l'on donne. Oui, les précipitations ont été un petit peu plus violentes sur l'Afrique de l'Ouest en 2024 que d'habitude. Elles ont créé des conséquences néfastes, mais une partie de ces conséquences est liée à l'incurie humaine, c'est-à-dire au fait qu'on n'a pas géré, administré correctement l'environnement. Par contre, rien à dire sur les cyclones. Là, le cyclone, on va prendre des cyclones qui frappent Madagascar régulièrement. Batsirai, en février 2022, détruit, comme tous les ans, il y a 2 ou 3 cyclones sur Madagascar tous les ans, détruit toute la côte est ici. Là, on est à Manansar, pour ceux qui connaissent Madagascar. La digue, tous les ans, elle est franchie par l'eau. Mais Batsirai, en février 2022, a été particulier parce qu'il a traversé la Grande Île. Alors, on a pu lire ici et là, c'est la première fois qu'un cyclone traverse la Grande Île. Pas du tout. En 1995, j'étais à Madagascar, j'y vivais, et un cyclone avait déjà traversé Madagascar, avait donc frappé la capitale Tananarive, qui est au milieu, et était allé frapper l'autre côté. Ce qui surprend beaucoup, parce que vous connaissez le mécanisme du cyclone. Il prend toute sa puissance dans l'eau chaude, l'évaporation de l'eau chaude. Donc normalement, lorsqu'il n'a plus d'eau chaude sous lui, sous ses nuages, il meurt doucement. Il se transforme en ce qu'on appelle une tempête tropicale. Mais là, Batsirai, février 2022, traverse Madagascar. Et puis surtout, 21 jours plus tard, alors là, c'est vraiment très rapproché, deuxième cyclone, Emnati, qui lui aussi traverse Madagascar et va frapper le Mozambique de l'autre côté du canal du Mozambique. Et ce deuxième cyclone Emnati arrivait à peine un mois après une première tempête tropicale qui avait été extrêmement violente, qui avait aussi traversé Madagascar. Donc vous voyez, là, on est sur des phénomènes qui sont exceptionnels, au point que la ville était inondée, mais là encore, la ville est inondée tous les ans. Chaque fois qu'il pleut beaucoup, on n'a pas curé les caniveaux. On a cette rue-là qui est dans la plus basse partie de la ville de Tananarive, qui a 50 à 60 cm d'eau. C'est tellement entré dans les habitudes, j'allais dire, qu'il y a des petits métiers qui se créent avec des petits gars un petit peu costauds, là, qui portent sur leur dos les bourgeois et les bourgeoises, on va les appeler comme ça, c'est-à-dire ceux qui se laissent transporter sur le dos pour pas se mouiller les chaussures, et pour traverser la rue. Donc ça, c'est normal. Par contre, ça, c'est pas normal. Un glissement de terrain dans Tananarive, ça prouve que vraiment la violence et la vigueur des précipitations a été telle que les terrains se sont éboulés. Alors, là encore, on pourrait être nuancé.
Ça fait très longtemps, moi j'ai vécu longtemps à Tananarive, que je dis un jour ça va s'ébouler. Eh bien oui, et effectivement, là ça s'est éboulé et ça a été extrêmement spectaculaire. Et puis on a eu, toujours sur les cyclones, février-mars 2023, le cyclone Freddy, qui lui a non seulement traversé Madagascar, hein, mais s'est rechargé en eau chaude et en vapeur d'eau, si on veut, sur le canal du Mozambique, a frappé la côte du Mozambique et est reparti dans l'autre sens pour frapper la côte occidentale de l'île de Madagascar. Donc on a incontestablement, là il n'y a même pas de nuance à apporter, le dérèglement climatique agit sur les cyclones qui sont de plus en plus nombreux à la saison des cyclones, c'est-à-dire entre janvier et mars, et de plus en plus violents. On l'a bien vu à propos du cyclone Chido en décembre 2024, en avance, en plus, en avance, qui a frappé Mayotte. Ça nous a permis de constater, malheureusement, qu'on avait un département français qui était construit à 80% de bidonvilles. On ne l'aurait pas imaginé, ceux qui ne connaissaient pas Mayotte. Eh bien, pourtant, c'est ça. Moi, j'ai enseigné à Mayotte pendant un certain temps et j'avais été surpris, moi aussi, de voir qu'il y avait juste un petit centre-ville qui était construit en dur, mais dès qu'on sortait un peu, eh bien, on était dans un habitat de bidonville. Et évidemment, un bidonville, c'est extrêmement facile à détruire lorsqu'un cyclone se présente. Et puis, on a eu, toujours dans les cyclones, la fameuse tempête Daniel, dont vous vous souvenez peut-être, en septembre 2023, c'était il y a un peu plus d'un an, sur la Libye. Alors là, c'était la première fois qu'on voyait quelque chose qui ressemblait à un cyclone, qui était créé par le réchauffement de la Méditerranée, donc il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas de cette manière-là, et qui n'a pas eu le statut de cyclone parce qu'il n'était pas assez violent, mais de tempête tropicale, alors qu'on n'était pas sous les tropiques, et qui a frappé la ville de Derna, avec des destructions absolument considérables. Et on a dit, regardez le dérèglement climatique, regardez ce pauvre pays, la Libye. Sauf que les destructions sur la ville de Derna ont été liées à la rupture de 2 barrages qui, depuis 30 ans, n'avaient connu aucun entretien. Donc là, il y avait en effet du dérèglement climatique et, comme je le disais tout à l'heure, l'incurie humaine. La montée des eaux. Alors la montée des eaux, c'est pareil. Il faut être assez nuancé. Là, on a fait une simulation sur une carte d'Afrique. Si toute la glace continentale fondait, c'est pas demain la veille, même si ça a commencé à fondre, c'est pas demain la veille, mais on aurait des pays entiers qui disparaîtraient, en particulier toute une partie du Sénégal, et puis toutes les zones où, effectivement, on a fait une simulation, on a modélisé, toute une zone où la mer aurait monté, comme ici. Alors, ça fait un petit peu peur, et ça fait encore plus peur quand on transpose cette simulation sur la France. Ah, vous êtes en train de vous regarder, là. Vous dites, mais là, on serait 6 pieds sous l'eau. Ou 10 pieds sous l'eau. Alors, non, là, c'est de l'exagération. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Et parfois, on confond montée des eaux avec recul du trait de côte, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Regardez ce que j'ai photographié à Jacquesville, en Côte d'Ivoire, en 2020. Et en septembre 2023, c'est-à-dire à 3 ans d'intervalle. On est à Jacquesville, c'est à l'ouest d'Abidjan. Je profitais du fait que j'étais observateur international des élections pour aller dans ce petit bourg de Jacquesville pour observer les élections. Et j'avais remarqué que là, effectivement, on était en train de protéger, ici, par un grillage, une sorte de début de falaise en sable, ici, qui montrait que la mer commençait à manger. Ça, on était en octobre 2020. 3 ans plus tard, la mer avait vraiment mangé. Regardez ces arbres-là, ils sont ici maintenant. Donc la mer avait vraiment mangé le sable, mais un petit peu comme elle le fait à Lacanau ou à Arcachon, ou sur les plages océanes du bassin d'Arcachon. C'est un recul du trait de côte lié à la houle, aux tempêtes parfois, mais pas tellement à la montée des océans. Ils montent, c'est incontestable, mais pas à ce point. Donc ne pas confondre encore une fois montée des océans, lien avec le dérèglement climatique et recul du trait de côte. Les incendies. Les incendies, incontestablement, Los Angeles vient de nous démontrer qu'il y avait un lien assez clair avec le dérèglement climatique, parce que ça fait plusieurs années que toute cette région de Californie est soumise aux incendies. Alors,
On pourra ajouter, parce qu'on commence à voir des articles un peu partout en disant qu'ils n'avaient qu'à pas construire en bois, et puis d'autres articles disant de toute façon ils pourront reconstruire. Effectivement, ça ne touche pas les plus pauvres, mais les incendies sont une conséquence dans certaines régions du dérèglement climatique, comme c'est le cas en Algérie. Mais, comme le titrait Le Monde en 2019, en Afrique centrale, la forêt brûle aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Ce n'est pas lié au dérèglement climatique. C'est ce qu'on appelle les feux de brousse, qu'on appelle chez nous l'écobuage, hein, qui est encore présent au Pays Basque, et qui est là à Madagascar s'appelle le tave, c'est-à-dire qu'on fait de la culture ou de l'élevage sur brûlis. On met le feu au moment où la brousse est sèche, et puis on met le feu, mais très sérieusement. Et qu'est-ce qui se passe après le feu? Eh bien, il y a des petits regains herbeux. Regardez, je ne sais pas si le vert apparaît bien sur votre écran, mais croyez-moi sur parole, ça c'est du vert. Hein. C'est un regain herbeux, c'est-à-dire que le feu a fait remonter par évapotranspiration l'humidité et de l'herbe repousse. De l'herbe repousse qui est très intéressante pour les éleveurs, mais aussi pour les cultivateurs. On verra tout à l'heure qu'on cultive encore dans de nombreux endroits d'Afrique sur ce qu'on appelle le brûlis. Et enfin, dernière conséquence du dérèglement climatique, les famines. Mais les famines qui frappent les pays que vous voyez ici, hein, en couleur foncée, c'est exact. Il y a des périodes de famine qui touchent des centaines de milliers de personnes qui sont liées à plusieurs choses, mais pas seulement aux sécheresses ou aux phénomènes climatiques. Si vous le remarquez bien, nous sommes ici dans la zone sahélienne. La zone sahélienne, depuis plusieurs années, est une zone de grande turbulence politique, militaro-politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des centaines de milliers de personnes, qui sont ce qu'on appelle déplacés. Vous entendez parfois dans les reportages dire il y a eu 10 000 déplacés parce que les djihadistes sont venus attaquer tel village, ou bien 5 000 déplacés ici, ou 15 000 déplacés là. Actuellement, on a plusieurs millions de personnes déplacées dans la zone sahélienne, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Soudan, de plus en plus, hein, et puis en Éthiopie. Des personnes déplacées, ça veut dire que ce sont des gens qui ont quitté leur village, hein, parce que c'est dans les zones rurales, et qui donc ne cultiveront pas ou ne produiront pas à partir de leurs troupeaux. Ça veut dire qu'ils vont être totalement dépendants de l'aide internationale pour lutter contre les famines. Donc les famines, certes, sont liées au fait que le dérèglement climatique a asséché le climat et les récoltes d'une année sur l'autre sont de moins en moins bonnes, mais aussi au fait que l'insécurité politique dans tous ces pays-là, qui sont en guerre, tous sont en guerre, hein, fait que les populations ne produisent plus suffisamment pour se nourrir. Alors, attention, hein, le discours que je viens de tenir pourrait alimenter, il n'y en a aucun dans cette salle, hein, les climato-sceptiques. Ce que je viens de dire, c'est que toutes les catastrophes naturelles ne sont pas liées au dérèglement climatique. Ça ferait plaisir aux climato-sceptiques, mais il n'y en a aucun dans cette salle. Certaines sont également dues à l'incurie humaine, je pense que vous l'avez compris. Mais les actions de l'homme sont également à l'origine du dérèglement climatique. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est de la faute de l'homme et nous sommes donc tous globalement responsables d'une manière ou d'une autre. Voilà cette première partie où j'ai essayé de vous montrer que l'Afrique était le continent qui polluait le moins et qui était le plus pénalisé en introduisant de la nuance. Vous l'avez bien remarqué, hein, de la nuance, parce que j'interviens en tant que scientifique et non pas en tant que militant écologiste. Deuxième partie, comment concilier la lutte contre le dérèglement climatique et le développement humain. Et je ressors mon fameux méthanier qui est devant l'île de Gorée. Cette partie va reprendre un article que j'avais publié dans deux Conversations, et je vous donnerai les références tout à l'heure, lorsque l'Europe s'est attaquée en 2021 à ce qu'on appelle la déforestation importée. Ah, peut-être que parmi vous, personne ne sait ce que c'est que la déforestation importée, et si tel est le cas,
vous avez bien fait de venir. Ça justifie la cotisation que vous versez à l'UIA. La déforestation importée, c'est le fait d'importer un produit qui est né de la déforestation. Et ces produits-là, qui seront donc interdits à partir de 2025 par l'Union européenne, sont le bois, naturellement, le café, le cacao, l'huile de palme, la viande de bœuf et le cuir. Pourquoi la viande de bœuf et le cuir? Parce que ces bêtes-là sont nourries au soja, et le soja est produit à partir de déforestation. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On ne pourra plus importer, pas seulement d'Afrique, hein, d'Amérique latine, c'est pareil, ou d'Asie, quelque chose qui sera né d'une déforestation. Alors, lorsque j'ai lu cette réglementation du Green Deal européen, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, en frappant des pays comme ceux que je connais, je parle en particulier de la Côte d'Ivoire ou plus généralement de l'Afrique de l'Ouest, on se trompe un peu de cible. On se trompe de cible, on pense que l'Afrique, c'est comme l'Amazonie, et qu'effectivement l'Amazonie, on la déforeste massivement. En Afrique, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Et lorsque cet article a été publié, j'ai reçu presque immédiatement un courrier de l'Union européenne, carrément, hein, comme quoi les gens lisent parfois un peu ce qui est écrit dans The Conversation, et en particulier de la délégation d'Abidjan, me disant qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire? Vous faites de la victimisation. Vous savez ce que c'est que la victimisation, hein? C'est de faire passer les coupables pour des victimes. Vous êtes en train de faire de la victimisation, on va répondre. J'ai dit, c'est pas la peine de répondre, je vais aller m'en expliquer. Dès que j'irai à Abidjan, on se rencontrera. Et je les ai rencontrés à Abidjan, donc ils avaient organisé tout un petit tribunal là avec des experts de toutes sortes de disciplines, des experts européens, tous européens bien sûr. Et j'ai essayé de plaider, hein, si j'aurais eu besoin d'un juriste sans doute comme Dominique pour m'aider, mais je me suis fait l'avocat de moi-même et j'ai tenu le discours suivant. D'abord, qu'est-ce qu'une forêt? Il faut commencer par là, hein. Si on déforeste, il faut savoir ce que c'est qu'une forêt. Voilà par exemple une forêt qui se trouve à la frontière entre le Ghana qui se trouve ici et la Côte d'Ivoire qui se trouve ici. Pourquoi est-ce qu'il y a une ligne jaune ici? Alors là, mes interlocuteurs d'Abidjan ne savaient pas pourquoi. Je leur ai dit ça. Ce sont des tecs qui sont en fleurs et ils ont été plantés il y a 60 ans pour matérialiser la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Bon. Pendant 300 km, on a une frontière comme ça. Je leur ai déjà appris ça, gratuitement. Et je leur ai dit, vous voyez cette frontière, cette forêt, elle est un petit peu mitée, pourrait-on dire. Il y a des grands arbres qui font 80 mètres de haut, hein, c'est pas rien. Il y a des grands arbres, et puis il y a des petits arbres, et puis il y a pas d'arbres du tout. Et pourquoi? Là, on a bien, effectivement, de la déforestation. Si on descend de l'avion et qu'on va voir au sol, c'est ça qu'on trouve. On trouve, finalement, un défrichement qui s'est fait à la hache et au feu. Hein. Vous voyez que ça a été brûlé ici. On a coupé les arbres, on les a un petit peu brûlés, et on a semé du riz pluvial. Le riz pluvial, c'est du riz qui pousse comme le blé, c'est-à-dire qu'il pousse, il pleut et il pousse. Voilà. Le riz pluvial, c'est pas pour enrichir l'agrobusiness, c'est pour nourrir les populations. Donc on est en train, certes on a déforesté, c'est incontestable, hein, on a déforesté, mais c'est pour la bonne cause. Regardez ici, on a non seulement du riz pluvial, il est beau là, hein, il n'est pas encore mûr, mais il est beau. On a également un petit peu de maïs ici, hein, qui pousse de façon un peu sauvage, mais enfin il poussera quand même. On a de l'igname ici, hein, ça aussi c'est pour nourrir les populations locales. On a même en arrière-plan ici, alors on a du maïs, du plus petit maïs ici, et en arrière-plan, horreur, du palmier à huile. Alors, le palmier à huile, il y a toute une campagne qui a été faite en Europe en disant « Attention, l'huile de palme, il y en a plein de Nutella, ne donnez pas ça à vos enfants, à vos petits-enfants ou à vos arrière-petits-enfants. » Et pourquoi?
parce qu'il y a 1,5 milliard d'habitants en Afrique, et leur huile, c'est l'huile de palme. Hein, et ils n'en meurent pas. Elle est tout aussi bonne que les autres. Eux, c'est de l'huile de palme s'ils cultivent le palmier à huile, c'est pour leur propre consommation. Ce n'est pas non plus pour enrichir l'agro-business. L'igname, déforestation, hein, vous voyez bien qu'il ne reste plus que quelques arbres. C'est la partie mitée que je vous montrais tout à l'heure. Voilà des pieds d'igname. Voici la culture du manioc. Là aussi, on a un peu déforesté. Le manioc, c'est quand même un tubercule qui sert à alimenter les populations. Vous savez ce que c'est que le manioc? Je suis sûr que vous en avez mangé. Quand vous étiez petit, ça s'appelait le tapioca. Ah, oui, on est de la même génération, je crois. Hein. Je ne sais pas si nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants mangent encore du tapioca. Je ne sais même pas si ça existe encore. Mais là-bas, on mange du manioc. Et là, j'ai un homme qui est en train de s'occuper d'une plantation de manioc et, horreur, il est même en train de mettre des intrants. Hein. Il est en train de mettre là du produit chimique pour que ça pousse plus vite. Mais pourquoi est-ce qu'il plante du manioc après avoir déforesté? Eh bien, tout simplement parce qu'à côté, il y a à Abidjan 6 millions d'habitants qui ne produisent pas, puisque ce sont des urbains, et qu'il faut bien nourrir. Donc vous imaginez, il a forcément fallu déforester pour cultiver du vivrier pour nourrir toute cette population. Toute cette population. Petit rappel démographique. En 1960, il y avait 283 millions d'habitants en Afrique. En 2024, il y en a pratiquement 1,5 milliard. C'est-à-dire qu'en 60 ans, eh bien, on a multiplié la population par 5. Donc, pour nourrir tout ce monde, soit il fallait augmenter la productivité, le rendement par 5,15, soit il fallait augmenter la surface cultivée par 5,15. Et augmenter la surface cultivée par 5,15, ça se faisait forcément au détriment de la forêt. Alors, la déforestation importée, disais-je à mes amis de l'Union européenne, attention à ce que vous dites. Surtout que on déforeste aussi pour le bois de chauffage. 50% de l'énergie, de la source d'énergie en Afrique, c'est le bois et le charbon de bois. Alors là, j'ai fait une petite photo humoristique. C'était pour essayer de dérider un peu mes amis, parce qu'ils n'étaient pas très contents de m'entendre. J'aurais dit, évidemment, on peut éviter de couper du bois pour se chauffer ou pour faire sa cuisine, en faisant comme nos amis les éleveurs mauritaniens, c'est une photo que j'ai prise il y a 1 an à la frontière de la Mauritanie et du Sénégal, avec la crotte de chameau. Ah, ça c'est très écolo, la crotte de chameau. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde, déjà. Hein. Il faut avoir au moins un des chameaux. Et puis, il faut être là pour récolter les crottes de chameau. Puis, il ne faut pas avoir de gros besoins, parce que quand même, c'est petit. Et alors, est-ce qu'en Afrique, on pratique le clean cooking? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait sa cuisine à partir d'énergie propre? Non, 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 pas du tout. Pas plus que nous, d'ailleurs. Hein. On ne fait pas notre cuisine à partir d'énergie propre. En Afrique, quel est le combustible qu'on utilise? Eh bien ici, le bois, il est interdit de le couper, mais là on est au Mali, on est sur la route de Bamako. Hein. Ou le charbon de bois, qui est interdit d'en fabriquer, mais là on en fait quand même, on est à Madagascar, hein, sur la route de Tamatave, et donc on utilise du bois et du charbon de bois pour les besoins énergétiques domestiques. Là on est en plus en Côte d'Ivoire, là on est sur la route de Yamoussoukro. Hein. Vous voyez, il y a des tonnes de charbon de bois qui sont à vendre. Ici, là, j'ai vu cette forêt à Madagascar, je l'ai vue plantée il y a 25 ans. Et puis je l'ai vue coupée en petits morceaux pour être transformée en charbon de bois. On n'est pas en train d'engraisser l'agro-business en déforestant. On est en train simplement de répondre aux besoins élémentaires de la population. Et puis, quand j'en étais à ce niveau-là de mon plaidoyer, j'ai posé une question, reconnaissons-le, assez impertinente. Est-ce que remplacer la forêt par des arbres, ça s'appelle déforester? Voilà une bonne question. Voilà une bonne question. Parce que là, vous reconnaissez des EVA. Des EVA. Ça, c'est une forêt d'EVA.
Bien sûr qu'on a déforesté pour planter les EVA, probablement. Hein. On a dû déforester, on s'en souvient pas, mais on a déforesté et on a planté des EVA qui produisent du latex, comme vous pouvez le voir, qui est un produit d'exportation qui permet d'apporter un complément de revenus aux populations qui ont cette petite forêt d'EVA. Ce n'est pas des grandes plantations là-bas, c'est des petits producteurs. Hein. Et quand on est sous les EVA, pour moi, on est dans une forêt, puisqu'on est à l'ombre. Alors on m'a dit, ça, ce n'est pas un critère scientifique. Pour moi, quand on est sous un arbre et qu'on est à l'ombre, on est dans une forêt. J'avoue, c'est un peu simpliste. Mais il n'empêche, j'aurais dit que même sous un anacardier, on pouvait être à l'ombre, et donc que c'était une forêt. Vous savez ce que c'est qu'un anacardier? C'est, voilà, l'arbre qui produit la noix de cajou. Or, dans le nord de la Côte d'Ivoire et le sud du Burkina Faso, on a de plus en plus de plantations d'anacardiers parce que ça rapporte énormément. Vous savez que c'est très cher la noix de cajou, donc ça rapporte énormément. Et là, en plus, on a planté des anacardiers, et là, on a du mil. Donc, en saison des pluies, certes, on a dû déforester, mais on produit du mil pour se nourrir, et de l'anacarde pour avoir un complément de revenus. Quand on est dans une forêt de palmiers à huile, on est à l'ombre, pour moi c'est une forêt, et tous ces arbres-là ont la même capacité de captation du CO2 que la forêt primaire. Ils sont plus petits, mais ils sont tout aussi denses. Et puis, le cacao, ai-je dit à mes amis de l'Union européenne, le cacao, est-ce que je vais devoir vous apprendre qu'il pousse sous ombrière, c'est-à-dire sous des grands arbres, hein? Les cacaoyers fournissent le chocolat dont vous aurez besoin en grande quantité ce soir, hein, pour combattre votre stress. Eh bien, les cacaoyers poussent sous des grands arbres, donc sous ombrière. Donc c'est vrai qu'on a sans doute déforesté la forêt primaire, mais c'est sous les arbres, des grands arbres quand même, qu'on a planté le cacao. Et les bananiers, bon, ils font un petit peu moins d'ombre, mais là, on a une plantation de bananiers. Il y a également une assez grande capacité de captation, de séquestration de carbone. Et puis, tant qu'on y est, les cocotiers, c'est pareil, hein, c'est aussi des arbres. Est-ce que remplacer la forêt par des arbres, c'est déforester? Bon. Ils en ont convenu, mais ils m'ont dit, on remplace les arbres de la forêt primaire par d'autres arbres. Et donc, on bouleverse la biodiversité. Exact. Ça, c'est tout à fait vrai. Et j'ai dit, bon, alors, la biodiversité, est-ce qu'on l'a détruite avec les nouveaux arbres? J'ai montré les yules. Hein. J'étais au milieu d'une forêt d'EVA. Vous savez ce que c'est qu'un yule? C'est un gros ver qui se met en rond comme ça quand vous l'attaquez. Bon, il n'y a aucune raison de l'attaquer d'ailleurs. Mais donc, les yules, ils ont l'air de très bien se comporter dans cette forêt d'EVA. Toujours la même, hein. J'étais allé photographier exprès. Ou bien, le mamba vert, hein, il est mortel, celui-là. Eh ben, il a l'air de bien vivre, très très bien vivre dans ma forêt d'EVA. À proximité d'une forêt d'anacarde, j'ai une termitière. Elle est maousse. Hein. C'est vous dire que les termites sont vachement contentes là-dedans. Je crois que c'est masculin, termite, hein, excusez-moi. Les termites sont contents. La biodiversité a peut-être bougé, mais eux, ils se sont maintenus. Et puis, ne pas déforester les forêts classées. Je suis tout à fait d'accord, mais dans les forêts classées, par exemple ici, on est dans la forêt classée de Taille, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, il y a ces grands singes, ils sont protégés. Hein. Ils sont protégés, et c'est bien pour les grands singes, c'est moins bien pour Ebola, parce que ce sont eux les vecteurs d'Ebola, et pas seulement d'Ebola. Hein. De la plupart des fièvres d'origine tropicale, ce sont eux qui les transportent. Et puis, allons dans cette forêt-là, forêt classée de la Comoé, au nord-est de la Côte d'Ivoire, il y a ce petit animal-là qui vous regarde d'un œil torve, parce que ça, c'est la mouche tsetse. La mouche tsetse, qui est le vecteur de la trypanosomiase. Vous savez ce que c'est que la trypanosomiase? C'est la maladie du sommeil. Vous croyez que c'est éradiqué? Pas du tout. Pas du tout. Ce qui a disparu dans la maladie du sommeil, c'est le traitement. Parce que comme on croyait que c'était éradiqué, on n'en fabrique plus. Mais la maladie du sommeil existe encore. Et la mouche tsetse, tranquille, bien peinarde, dans la forêt, où on n'a évidemment pas le droit de mettre de l'insecticide, a oublié ou on a oublié de lui dire peut-être, qu'il y avait des limites à cette forêt qu'il ne fallait pas dépasser. Or, elle sort assez fréquemment, et tout autour
de la réserve de la Comoé, eh bien, on a une recrudescence de la trypanosomiase. Alors, la biodiversité, je suis beaucoup plus réservé que la lutte contre le dérèglement climatique. Je pense qu'il va falloir faire quand même très attention. On le voit avec le moustique tigre, hein, qui certes n'est pas vraiment protégé, mais n'est pas non plus tellement attaqué. Donc, il va falloir réfléchir peut-être un petit peu plus profondément aux modifications de la biodiversité liées au dérèglement climatique, qui font que, sachant que la population mondiale est passée de 3 milliards d'habitants en 1960 à 8 milliards maintenant, il n'y a pas de raison pour que les mouches tsetse n'aient pas également été multipliées par le même gap, hein, par le même delta, et donc il n'y a pas de la place pour tout le monde. Conclusion. À qui faut-il d'abord penser? À protéger les lémuriens, comme à Madagascar, ou à lutter contre la grande pauvreté, comme à Madagascar, hein? Voilà une question encore extrêmement embarrassante. Et c'est pour ça que j'avais conclu mon plaidoyer en disant, est-ce qu'on va lutter contre la déforestation importée au détriment des populations africaines, en rappelant ces images, hein, anacardier, mil, bois de chauffage, et puis culture d'exportation, parce que là, il m'avait dit, mais là, on est en train d'enrichir l'agro-business. Non, ça, c'est une petite parcelle d'ananas, c'est un petit producteur, c'est pas un gros producteur, donc attention à ce qu'on va faire. Et puis, la déforestation importée est un concept qui n'est finalement peut-être pas si idiot que ça, et qui fait penser à un autre concept qui est l'eau virtuelle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'eau virtuelle? Si vous n'avez pas entendu parler de l'eau virtuelle, ça fait deux choses que je vous apprends aujourd'hui, et donc il faudra multiplier par 2 la cotisation à l'UIA. L'eau virtuelle, c'est l'eau qui est utilisée pour produire des choses que l'on importe. Par exemple, les haricots verts qui viennent du Kenya, hein. J'ai vu qu'il y avait à Poitiers un magasin Grand Frais. Grand Frais, c'est un magasin qui est spécialisé dans les légumes et les fruits, dont beaucoup sont importés. Et sur les étals de Grand Frais, il y a les fameux haricots verts qui viennent du Kenya. Bon. Combien a-t-il fallu de litres d'eau pour produire les haricots verts que vous allez mettre avec votre entrecôte? Est-ce que cette eau vous appartient? Non. Elle appartient au Kenya. Est-ce que, dans la même logique philosophique que la déforestation importée, on ne va pas être fondé à faire payer par le consommateur l'eau qui a servi à produire, par exemple, le chocolat? Vous voyez, le chocolat, pour 1 kilo de chocolat que vous allez manger ce soir, je suis sûr que vous n'allez pas le manger d'ailleurs, il aura fallu 17 000 litres d'eau, plus l'empreinte carbone du bateau ou de l'avion, mais plutôt du bateau, qui aura amené les fèves de cacao jusqu'au transformateur. Donc si on commençait par faire payer tout ça aux consommateurs, on aurait une économie mondiale totalement bouleversée, mais peut-être un petit peu plus morale, hein, peut-être un petit peu plus propre, pourrait-on dire. Alors, le Green Deal dont je parlais, c'est-à-dire la lutte contre la déforestation importée, oui, je vous rassure, l'eau virtuelle, pour le moment, on n'en parle pas. Hein. Bon, on devrait, parce que, je ne sais pas si je l'ai écrit, non, là, j'ai écrit que les produits, mais si, il y a un jean ici, vous voyez? Le jean, si vous avez un jean sur vous, alors je ne vous demande pas de l'enlever, mais il a quand même consommé plusieurs milliers de litres d'eau pour être fabriqué, et pas ici, hein, comme vous le savez, c'est pas ici que ça se fabrique. Donc, ces mesures du Green Deal, en particulier la lutte contre la déforestation importée, il y a un petit espoir. Un petit espoir, c'est que... alors, comment peut-on parler d'espoir quand on lit une victoire de la droite et de l'extrême droite? Mais la droite et l'extrême droite, ayant beaucoup progressé à l'Assemblée européenne, va évidemment remettre en cause le Green Deal et le reporter. Non pas pour protéger les pays pauvres, comme vous l'avez bien compris, mais pour soutenir les entreprises de l'agro-business.
Voilà où nous en sommes. Donc, le 30 décembre 2025, dans un an, au lieu de le faire le 1er janvier 2025, on mettra en place peut-être les mesures du Green Deal, peut-être ou peut-être pas. Alors, vous pourriez poser la question, comment on va vérifier? Alors, par exemple, un producteur de cacao de Côte d'Ivoire, comment va-t-il être contrôlé? Eh bien, il doit démontrer la traçabilité de son produit, c'est-à-dire démontrer que sa plantation de cacao est antérieure à 2020, mais si elle est postérieure à 2020, il doit pouvoir démontrer qu'il n'a pas planté là où il y avait une forêt, il n'a pas planté où ça a été déforesté. Question, comment vérifier? Copernicus, vous savez, petit satellite qui tourne autour, là, et qui voit tout, un petit peu comme celui qui sert à votre GPS de voiture, hein, qui sait tout, dans l'instant même. Eh bien, Copernicus pourra vérifier que la plantation de cacao dont vous essayez de démontrer qu'elle ne s'est pas faite au détriment d'une forêt, eh bien, ressortira les photos de 2021, 2022, 2023, dira effectivement il n'y avait pas de forêt, vous avez planté là, c'est parfait. Alors maintenant, quelle solution? Parce que c'est bien beau de parler de transition écologique sur le continent africain après tout ce que je viens de vous dire, mais qu'est-ce qu'on va proposer pour qu'ils s'en sortent? Alors en général, les propositions se font dans des grands-messes, comme celle-ci, dont vous avez peut-être entendu parler. C'était le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Ça a été organisé en juin 2023 par Emmanuel Macron. Vous n'en avez peut-être pas entendu beaucoup parler parce qu'il n'en est pas sorti grand-chose. Il y a eu beaucoup de communication expliquant qu'il y avait je ne sais pas combien de chefs d'État qui étaient venus, je ne sais pas combien de tables rondes, vous pouvez voir là sur la fiche de propagande. Et l'objectif, c'était permettre aux pays pauvres de relever les défis de la crise climatique. Donc c'était clair, l'idée était très bonne. On voulait réorienter les flux financiers. Vous voyez, l'idée de départ était très bonne. On a posé plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'on reconnaît le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire est-ce qu'on va taxer les producteurs d'énergie fossile? La réponse était non. Deuxième question, est-ce qu'on peut suspendre le remboursement de la dette des pays pauvres, bien sûr, en cas de catastrophe naturelle? Là, la réponse était oui. Ah, vous dites, un peu d'espoir. Sauf que vous savez ce que c'est qu'une assurance suite à une catastrophe naturelle. Si vous avez été victime de ça, vous savez combien d'années ça prend avant qu'il soit démontré que c'était une catastrophe naturelle et que ça entre dans le cadre de la compagnie ou du contrat d'assurance. Ensuite, il avait été proposé par la France de taxer le transport maritime. C'était une proposition de Macron qui était suivie par, du temps où il était très écouté par tous les pays européens, suivi par tous les pays européens, malheureusement pas suivi par les autres, à part 22 pays extra-européens. Les grandes puissances, Chine, États-Unis, Russie et Inde, ont voté contre la taxe sur le transport maritime. Autrement dit, le nouveau pacte financier mondial n'était pas un grand succès. Peu de temps après, a été organisé à Nairobi un sommet africain pour le climat. Donc, premier point de progrès, c'est en Afrique, c'est à Nairobi. Pourquoi Nairobi? Parce que c'est un pays relativement stable, pas trop démocratique, mais pas trop non plus autocratique, et qui surtout donne l'exemple pratiquement parce que c'est un pays qui est à 70 à 75% autonome du point de vue énergétique, qui à 70-75% utilise de l'énergie propre. Alors de l'énergie propre, c'est essentiellement de la géothermie. Parce que, si vous avez des petits souvenirs de votre géographie d'autrefois, on est sur le rift africain. Vous savez, cette espèce de rift-là qui va de Djibouti jusqu'en Afrique du Sud. Et là, on arrive à pomper les vapeurs chaudes et à en faire de l'énergie propre, vraiment de l'énergie propre. En plus, le Kenya a misé et sur le solaire et sur l'éolien, parce que ce sont des pays où il n'y a personne pour critiquer le solaire ou l'éolien, donc ils y vont franco, et ils sont à 70-75% sur des énergies vertes. Lors de ce sommet, on a posé la question, est-ce qu'on
peut alléger la dette en cas de catastrophe naturelle? Même réponse, oui. Est-ce qu'on va mettre une taxe carbone sur les producteurs d'énergie fossile? Non, pas de pour. Est-ce qu'on va mettre en place des crédits carbone? Oui. Ah, les crédits carbone, je vais vous dire dans un instant en quoi ça consiste. Ça, c'est relativement intéressant. Est-ce qu'on va encourager les investissements dans les énergies propres? Naturellement, oui. Et est-ce qu'on va relancer le fonds vert pour le climat qui avait été lancé en 2015 au moment de la COP 21? La réponse est également oui. Revenons sur ces crédits carbone. Les crédits carbone, c'est ce qu'on appelle les permis à polluer. Ça existait déjà du temps du protocole de Kyoto. Vous vous souvenez, c'était à la fin du siècle dernier. C'est-à-dire que c'était le même système que pour les catholiques, les indulgences. Vous vous souvenez des indulgences? Vous pouviez payer 3 tuiles au curé pour qu'il vous pardonne d'avoir trompé votre femme. Peut-être plus de 3 tuiles. Mais excusez-moi de ces propos sexistes, mais c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. C'est mon âge. Hein. Donc, c'est à peu près le même système, permis à polluer, c'est-à-dire que une entreprise ou un pays s'engage à planter 10 000 ou 15 000 hectares de forêt dans un pays pauvre d'Afrique, ce qui correspond à une capacité de séquestration de carbone de tant de tonnes ou de milliers de tonnes de CO2 qu'il défalque de sa déclaration de pollueur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée n'est pas morale, mais elle est intéressante. C'est-à-dire qu'on va reforester un petit peu les pays pauvres, et en particulier les pays africains, moyennant quoi on aura une déduction d'impôts. En quelque sorte, c'est un petit peu le même principe. Donc l'idée n'est pas si mauvaise que ça. Et puis le retour sur le fonds vert pour le climat, celui qui avait été décidé du temps de Laurent Fabius, hein, c'était lui le grand maître. Alors, regardez cette image, hein, avec François Hollande, Fabius, et ça c'était le secrétaire général des Nations Unies. On avait effectivement fait faire un pas important au moment de la COP 21 pour la lutte contre le dérèglement climatique. Depuis, on a un peu perdu pied, mais parmi les décisions qui avaient été prises en 2015, il y avait une aide pour faire face aux conséquences néfastes du changement climatique. Donc on mettait 100 milliards de dollars par an, en principe à partir de 2020, 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, pour aider ces pays à engager leur transition énergétique et donc réduire eux-mêmes leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Parmi les mesures qui ont été financées sur ce fonds vert, eh bien, il y a eu la fameuse Grande Muraille Verte, hein, dont vous avez déjà entendu parler. Elle avait été décidée en 2007. Il s'agit de planter sur 15 km de large et 7800 km de long une sorte de petite forêt qui avait été présentée comme pour freiner l'avancée du désert. En réalité, non, c'est pour créer une sorte de microclimat, hein, et qui, malheureusement, n'est réalisée qu'à 4% parce que c'est extrêmement difficile à effectuer concrètement dans des pays extrêmement pauvres, dans des pays où le contrôle est difficile, dans des pays où on a besoin de bois, et dans des pays où, d'ailleurs, dès qu'on plante un petit arbuste, eh bien, vous avez les troupeaux de chèvres qui viennent les dévorer. Donc, la Grande Muraille Verte, elle progresse peu. Mais c'était un des exemples des moyens qu'on a mis pour aider les pays pauvres à lutter contre le dérèglement climatique. Et puis, on a prévu d'électrifier les zones rurales. Alors ça, c'est pareil, il faut en mettre des milliards et même des dizaines de milliards, sachant qu'ici, vous voyez, tout ce qui est rouge foncé, moins de 20% des zones rurales sont électrifiées. Et là où c'est électrifié, c'est en général à partir d'énergie fossile. Voilà. Tout ce qui est en rouge, c'est l'énergie fossile. Alors, en Afrique du Nord, c'est un petit peu normal que l'électricité soit majoritairement d'origine fossile, puisque c'est un gros producteur de pétrole. Même chose sur l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria.
Et là, vous voyez que l'Afrique de l'Est, grâce au Kenya, hein, qui est sur des énergies non fossiles, des énergies vertes, des énergies propres, eh bien là, on est mieux. Par contre, là, on n'est pas bien du tout en Afrique du Sud parce que l'essentiel des sources d'énergie, c'est le charbon. Et là, on bute toujours sur la contradiction. Est-ce que on renonce, comme le suggèrent les pays du Nord, à l'exploitation du charbon? Ça, c'est ce qu'il y a de pire, dit-on, hein, le charbon comme énergie fossile. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on renonce à électrifier les townships, c'est-à-dire les bidonvilles des grandes villes d'Afrique du Sud? Voilà une question qui a été posée aux différents sommets et a trouvé des débuts de réponse. On a dit, bon, on va peut-être vous accorder un petit délai. Vous n'allez pas renoncer en 2030 aux énergies fossiles comme nous, peut-être ce sera 2035 ou 2040. Et puis, on a encouragé les énergies propres comme l'énergie hydroélectrique. Là, on est sur le barrage de la Renaissance en Éthiopie, le plus grand barrage d'Afrique, hein, qui n'a pas été financé par le Fonds vert pour le climat, qui a été financé par les Éthiopiens, sur une cotisation obligatoire, hein, et construit en grande partie par les Chinois, et qui va effectivement fournir beaucoup d'électricité à un pays qui est en devenir, c'est l'Éthiopie, presque 100 millions d'habitants, hein, l'une des prochaines grandes puissances économiques sans doute africaines, mais, car rien n'est facile hein, dans tout ça, ce barrage de la Renaissance est construit, comme j'ai déjà dû vous le dire, sur le Nil bleu, qui est ici. Et naturellement, quand on remplit le lac de barrage, on prive d'eau les pays qui sont en aval, c'est-à-dire le Soudan et surtout l'Égypte. Donc on a certes une bonne idée pour l'Éthiopie, mais une espèce de bombe à retardement géopolitique sur toute l'Afrique de l'Est. Alors on en est à des pourparlers, parce que il faut négocier, bien sûr, hein, c'est très ancien, du temps du Soudan anglo-égyptien, on avait déjà ce problème de qui contrôle l'eau qui irrigue et qui permet de vivre, hein, une partie de l'Égypte, et pour le moment on n'a pas encore vraiment trouvé de solution, on n'a pas non plus déclaré la guerre sur ce sujet-là, parce que finalement, l'eau coule toujours un peu, hein, et l'eau coulera toujours un peu, mais pendant le remplissage du lac de barrage, elle coule quand même nettement moins. Parmi les autres solutions, il y a évidemment l'énergie solaire. Et là, on a l'immense parc solaire de Ouarzazate. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Ouarzazate, vous savez qu'il y a du soleil, hein. Et puis surtout, autour de Ouarzazate, il n'y a pas de militants anti-énergie solaire. Enfin, s'il y en avait, je pense qu'ils iraient en prison. C'est ça le problème, hein. Mais là, on va quand même produire 580 mégawatts et plus, sans doute, parce qu'on peut agrandir ce parc, non pas à l'infini, mais sur d'immenses surfaces, puisque c'est pas du tout habité. On a aussi le parc éolien que j'ai visité l'année dernière, qui est pas mal d'ailleurs, hein, avec 46 éoliennes seulement, qui produit beaucoup. Ce sont d'immenses éoliennes qui sont au nord de Dakar. Alors là, c'est pareil, hein, je vais faire du mauvais humour, mais je vais dire, il y a personne pour lutter contre les éoliennes non plus dans la société civile là-bas, parce qu'on ne leur permet pas de s'exprimer. Mais ça permet de fournir de l'électricité à des populations qui sinon n'en auraient pas. Et puis surtout, j'en reviens à mon méthanier de tout à l'heure. On est toujours au Sénégal, on est toujours sur la corniche. Vous voyez que la francophonie est toujours très vivante, hein, pas l'orthographe, mais la francophonie en tout cas. Et nous avons notre méthanier parce qu'en effet, le Sénégal est devenu d'ailleurs effectivement, depuis la fin du mois dernier, du mois de décembre dernier, un producteur de gaz. Alors, producteur de gaz sur des plateformes offshore, comme celle-ci, qui est au large de Saint-Louis du Sénégal. Là, je suis sur ce qu'on appelle la langue de Barbarie, pour ceux qui connaissent le Sénégal. Et on voit à l'œil nu, on voit les plateformes d'exploitation du gaz. Les zones ont été délimitées, hein, et c'est British Petroleum qui a le gisement de Grand Tortue qui se trouve ici et là, le gisement de Grand Tortue qui est partagé entre la Mauritanie et le Sénégal, et qui est donc, depuis, je vous dis, quelques semaines, réellement producteur de gaz. Alors le gaz est, dit-on, la moins sale
des énergies fossiles. Mais tout de même, elle sera aussi frappée par les mesures que prennent les pays du Nord contre le réchauffement climatique, donc les mesures contre les énergies fossiles. Le problème de ces plateformes offshore ici, c'est qu'elles sont, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur l'image, on les voit, hein, on les voit de la terre, et elles gênent cette exploitation-là, c'est-à-dire la pêche traditionnelle, enfin, la pêche artisanale, on va dire, traditionnelle et artisanale, sur la zone de Saint-Louis, alors qui est la pêche de toutes sortes de choses. Là, c'est des paniers à crabes hein, que j'ai... Tiens, il faudra que je t'offre cette photo, Dominique, pour ton prochain commentaire sur les élections. Un panier à crabes avec un crabe qui est ici, un crabe vivant. On a. Et là, on a une pêche artisanale qui est à la vue des plateformes. Et ces plateformes-là sont évidemment interdites d'approche à moins de 1 km. Et les pêcheurs se plaignent, alors sous la pression des mouvements écologiques, écologistes, se plaignent que depuis qu'il y a les plateformes, ils pêchent moins. Alors, les plateformes leur ont proposé de contrebalancer cette perte par l'installation de ce qu'on appelle des DCP, des dispositifs de concentration de poissons. Vous savez, on jette des récifs artificiels. Hein. Alors, dans la région de Dakar, ils le faisaient depuis un certain temps, ils jetaient des carcasses de voitures. C'est pas très écolo, mais c'est très efficace. Là, je vous garantis que quand on plonge un peu autour des carcasses de voitures, il y en a du poisson. Hein, alors, il est peut-être pollué par tout ce qu'il y a dans une carcasse de voiture, mais bon. Là, ce qui est proposé, c'était des récifs artificiels, c'était des blocs de béton. C'est pas mal. Mais il n'empêche que les pêcheurs continuent à protester très vivement. Leurs protestations sont naturellement reprises par les hommes politiques parce que la pêche est très importante à Saint-Louis. Regardez, là, on est à Saint-Louis. Là, ce qu'on a en arrière-plan, on est sur la langue de Barbarie, là. Les pirogues arrivent directement. Là, on voit l'île de Saint-Louis derrière. Et des camions, alors en pagaille, des camions frigorifiques récupèrent le poisson. Il y a 80 à 100 camions frigorifiques. Le poisson arrive des pirogues. Avec la main, on le jette là sur la glace. Des fois, ça tombe par terre, on ramasse, on reprend ici. Vous en avez peut-être mangé à midi, d'ailleurs. Après, la chaîne du froid est respectée, vous pouvez me faire confiance. Et vous voyez que c'est une exploitation économique extrêmement importante. Et là, les pêcheurs se plaignent en disant mon grand-père, quand il sortait pêcher 50 kilos de poissons, moi, quand je sors, j'en ramène 2 kilos de poissons. Ce qui est vrai, hein. Sauf que du temps de son grand-père, il y avait peut-être 100 pêcheurs, et maintenant, il y a 3000 pêcheurs. C'est juste une question d'arithmétique. Mais c'est vrai qu'on arrive plus difficilement à vivre de la pêche. Et c'est pas lié aux plateformes gazières, c'est pas lié. Mais il y a quand même un conflit politique sur ce sujet-là et qui est malheureusement souvent relayé par les hommes politiques. Et ensuite, eh bien, on est un petit peu perdu pour y voir très clair. Comme solution, et on finira par là, on retourne au désert du Lompoul, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Effectivement, si vous avez vécu au Sénégal il y a quelques années, vous avez connu ce petit désert, 18 km², hein, c'est très peu, sec, un vrai désert, au point qu'on avait organisé des sorties touristiques, hein, avec des chameaux, tout ça, comme il faut, vivre sous la tente, etc., pour les touristes. Et puis, il y a quelques années, une technologie israélienne, hein, comme souvent, a mis en place une irrigation système goutte à goutte alimenté par l'énergie solaire. Et là, on a quelque chose qui verdit. On a un désert qui verdit. Alors là, c'est de l'oignon, ça, ce sont des champs d'oignons, ici, c'est le maraîchage pour les hôtels. Alors ça marche plus ou moins bien parce que, vous savez, c'est toujours pareil. Les cultivateurs ne sont pas bien organisés. Ils ont vu que l'oignon, ça rapportait, ils se sont tous mis à mettre de l'oignon. Donc, surproduction, manque de compétences pour la conservation de l'oignon. Vous savez que l'oignon, ça ne se conserve pas facilement, hein. Il faut le mettre sur des clayettes, il faut que ça soit bien aéré. Bon, là, ils ne le font pas. Donc, cette solution ne marche qu'à moitié.
De la même manière que, comme je le montrais ici tout à l'heure, les tuyaux de goutte à goutte sont plus ou moins bien entretenus. Là, je compare entre ce que j'ai vu dans le désert du Longpool ici, hein, avec beaucoup de gâchis, beaucoup de désordre, et puis une ferme à côté d'Arcachon, hein, qu'on appelle la ferme Saint-Henri, où là, c'est quand même relativement mieux organisé. Mais il y a quand même un effort qui est fait. Mais de toute façon, quels que soient les efforts que l'on fait, et en particulier les milliards que l'on va mettre, alors arrêtons-nous là une minute, hein, les 100 milliards de dollars par an depuis 2020, on ne les a pas eus. Pourquoi? Parce que Trump a quitté l'accord de Paris et a retiré la cotisation des États-Unis qui était à hauteur de 15 milliards quand même. Nul doute que demain ou tout à l'heure, là, il va recommencer. Donc les 100 milliards, on les aura pas. Mais enfin, on a commencé à utiliser cet argent. Il n'empêche que, je reviens toujours à la même chose, la question qui fâche, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue, et surtout sur le continent africain, qu'on a multiplié par plus de 5 la population, et donc les besoins alimentaires, et donc la nécessité, d'une manière ou d'une autre, de défricher, et donc de déforester. Vous voyez, cette démographie-là, elle est perdue de vue la plupart du temps. Alors, chez nous, les chercheurs scientifiques, ça a été une question taboue pendant très longtemps. On a mis ça sous le tapis. C'est encore un peu le cas en France. On l'utilise rarement. Rarement on vous sort un argument démographique. Et pourtant, à l'échelle de la planète, sortons de l'Afrique et venons chez nous, et venons dans le reste du monde. Vous savez qu'on a franchi la barre des 8 milliards d'habitants avec ce petit garçon de la République dominicaine, là, qui était le 8 milliardième, qui a gagné une notoriété éternelle, un t-shirt, et puis ensuite, on ne sait pas comment il va évoluer. Mais ça aurait dû attirer notre attention sur le fait que nous, sur la planète, en 1960, nous étions 3 milliards, que nous avons franchi la barre des 6 milliards en 2000, c'était il n'y a pas si longtemps, et qu'on a franchi en 2023 la barre des 8 milliards, c'est-à-dire que quand nous étions 3 en 1960, hein, donc quand ici c'était une ferme avec des vaches et des grands champs, eh bien nous n'étions que 3, et maintenant nous sommes 8. Et ça, c'est un argument, l'argument démographique, qui est rarement évoqué dans les combats écologistes. Hein. Il est rare qu'on sorte cet élément en disant attention, de toute façon, même dans les pays développés, on est beaucoup plus nombreux que nous étions autrefois. Donc on peut en effet prôner une agriculture plus responsable, plus verte, hein, mais ce n'est pas la permaculture qui va sauver la croissance démographique et surtout l'urbanisation de la population, de gens qui ne produisent plus leur propre alimentation. Alors pour finir quand même, il y a eu une COP, la COP 29, en Azerbaïdjan, hein, vous en avez entendu parler, ne serait-ce que parce qu'il n'en a rien sorti. L'Azerbaïdjan est quand même le premier producteur gazier du monde, donc pour lutter contre le dérèglement climatique, il fallait quand même y oser. Et puis il y a eu la COP sur la biodiversité à Cali, donc en Colombie, en novembre 2024, qui s'était fixé 23 objectifs, aucun n'a été atteint. Par exemple, on voulait placer 30% des terres et des mers sous aires protégées. Non, ça, c'était quand même utopique. Réduire de 500 milliards les subventions à l'agriculture intensive. Autant dire qu'il ne fallait pas y penser non plus. Et puis, il y a, pour finir, aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 20 janvier 2025. On est bien d'accord? Et qui est cet homme qui va déterminer l'avenir? Vous pensiez que j'allais vous montrer Trump? Presque. Il s'appelle Chris Wright. Il est le nouveau ministre de l'énergie de Donald Trump. C'est un climato-sceptique notoire et il est patron d'une grande entreprise de fracturation hydraulique, c'est-à-dire celui qui va exploiter le gaz de schiste. Alors, au cas où sa carte de visite serait trop élogieuse, j'ajoute que c'est lui qui, à titre personnel, a lancé l'invitation à
assister à l'investiture de Donald Trump aujourd'hui à deux personnalités politiques françaises que vous connaissez, Éric Zemmour et Sarah Knafo, sa compagne. Conclusion, d'abord, le sujet est extrêmement complexe. On voit avec nos yeux du Nord la manière dont les choses évoluent dans le Sud. Il faudra quand même qu'on accorde aux pays du Sud probablement un moratoire pour qu'ils puissent utiliser pendant un certain temps les énergies fossiles pour s'en sortir un peu, pour augmenter un petit peu, à minima, leur confort. Il faudra aussi, mais ça c'est beaucoup plus difficile, apprendre à partager, et je répète, apprendre à partager entre le Nord et le Sud, tout en gardant quand même un œil sur la croissance démographique et sur le fait que la plupart des pays, et notamment en Afrique, n'ont pas réussi encore leur transition démographique, et donc on est sur des chiffres qui sont extrêmement préoccupants. Si vous voulez revoir un peu ce que je viens de dire, vous pouvez photographier cette image avec le lien vers l'article dans The Conversation où j'avais expliqué la déforestation importée. Dans The Conversation, j'ai écrit un certain nombre d'articles, dont un sur la migration, en m'appuyant sur ce qu'écrivait Jean-Christophe Rufin. Jean-Christophe Rufin, c'est l'académicien, c'est pas le député LFI. Si vous voulez aussi vous détendre un peu, j'ai publié toujours dans The Conversation un petit article sur la croisière verte. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la croisière verte. C'est Citroën qui a organisé 100 ans après la croisière noire avec ces petites voitures en plastique là, vous voyez, que les enfants de bourgeois, on va les appeler comme ça, utilisent pour aller au lycée. Ça coûte 8 000 € quand même. Donc, ils ont organisé une croisière verte qui malheureusement ne peut pas suivre le même itinéraire que la croisière noire parce que c'est trop insécure. Donc ils contournent un petit peu l'Afrique. Et dans cet article, je m'amuse un peu, je ris jaune, mais je m'amuse un peu, bien que ce soit la croisière noire, je m'amuse un peu en disant qu'ils vont traverser des régions qui n'ont ni électricité ni eau potable. Et j'espère qu'ils vont quand même s'en rendre compte. Et puis, j'avais transmis à Samuel Moreau, qui a mis sur le site, je crois, de l'UIA, le dernier article que j'ai publié sur un autre sujet. C'était il y a quelques jours, sur les militaires français au Tchad, la fin d'une longue histoire. Ça, c'est de la géopolitique. Je vous remercie de votre attention.